Bonjour et bienvenue à la webconférence de France Stratégie. L'enseignement supérieur français par-delà les frontières. L'urgence d'une stratégie. Pour adresser votre question, composez le 50 dièse. Bonjour à tous, merci de participer à cette webconférence organisée par France Stratégie sur le thème de l'enseignement supérieur français à l'étranger. Bonjour à tous. Mention spéciale à nos inscrits qu'on a également auditionnés dans le cadre du rapport. Cette webconférence va durer à peu près 45 minutes. Donc on va commencer par présenter, Maëlle va vous présenter France Stratégie rapidement pour que vous connaissiez un peu mieux notre institution. Donc France Stratégie est un organisme d'expertise qui anime la réflexion sur les défis économiques, sociaux et technologiques que devra affronter la société française dans les années à venir. Donc concrètement, nous évaluons les politiques publiques, nous anticipons les mutations, nous analysons les tendances et nous effectuons des études prospectives afin d'aider à la décision publique. Donc notre mission se structure autour de 4 métiers: évaluer, anticiper, débattre et proposer. Concrètement, cela signifie que nous abordons les sujets en effectuant au préalable une analyse précise et documentée de la situation, tout en ayant une vision de long terme sur les défis à venir. Donc la concertation est au cœur de ce processus, car les débats et les auditions auprès des partenaires sociaux et de la société civile enrichissent la réflexion et rendent possible ce travail d'expertise qui donne lieu à des rapports comme celui que nous vous présentons aujourd'hui. Donc voilà. Je précise juste que voilà, donc, ce rapport a été rédigé par Mariam Diagne, Quentin Alpech, mais aussi a été présidé, on a organisé, donc, comme ça a été dit dans le cadre de la concertation, un groupe de travail qui a rassemblé des experts, des présidents d'universités, des personnalités des ministères, mais aussi des entreprises françaises notamment. Et ce groupe a été présidé par Bernard Amansoun, qui est Dean Emeritus de HEC Paris. Donc ce rapport qu'on va vous présenter s'inscrit dans une longue lignée de travaux de France Stratégie sur l'internationalisation de l'enseignement supérieur, que vous pouvez retrouver sur le site internet de France Stratégie si vous voulez feuilleter. Voilà. Alors, on va aller vite parfois sur certaines slides, mais alors la première question qu'on s'est posée dans le cadre de ce rapport, donc comme ça a été dit, on travaille sur l'internationalisation de l'enseignement supérieur depuis plusieurs années à France Stratégie, et on s'est posé la question de savoir, il y a différents types de mobilité. Il y a la mobilité des étudiants qui viennent en France, il y a la mobilité des enseignants-chercheurs français qui vont à l'étranger, et des enseignants-chercheurs étrangers qui viennent en France, et on s'est demandé, dans le cadre de la diversification de ces mobilités. Donc les mobilités passent de plus en plus par la mobilité des individus, mais pas uniquement. Donc c'est une mobilité sur laquelle on s'est intéressé, c'est celle de la mobilité de l'offre de formation et des établissements directement à l'étranger. Donc on s'est posé la première question: pourquoi exporter à l'étranger notre enseignement supérieur? Ce qu'on a mis en exergue dans le cadre de ce rapport, c'est qu'il y a un contexte international qui est particulièrement favorable et très prometteur pour exporter notre offre à l'étranger. Un premier chiffre que vous pouvez voir sur cette slide, c'est le fait qu'il y a une explosion de la demande d'enseignement supérieur dans le monde. Donc en 2000, il y avait 100 millions d'étudiants dans le monde, et ils sont aujourd'hui un peu plus de 200 millions. Et on peut voir qu'en 2030, selon certaines projections, le nombre d'étudiants dans le monde pourrait doubler d'ici à 2030. Il y a aussi donc parmi ces étudiants des étudiants étrangers, donc qui sont en mobilité internationale donc dans les pays, et ils sont aujourd'hui un peu plus de 4 millions, et ils seront d'ici à 2030 encore peut-être plus de 8 millions. Donc pourquoi il y a une explosion de la demande? C'est bien sûr qu'il y a un développement, à la fois une pression démographique, donc la jeunesse dans certaines régions du monde, avec l'arrivée donc de jeunes donc dans les systèmes éducatifs après avoir fait la période scolaire, mais aussi un développement massif des classes moyennes, et comme vous pouvez le voir, d'ici à 2030, on s'attend à ce qu'il n'y ait plus que 22% des classes moyennes qui sont en Amérique du Nord et en Europe, donc contre 49% en 2013. C'est dire qu'il va y avoir une transformation majeure des sociétés des pays émergents et des sociétés du Sud, avec une massification donc, en cours dans ces pays au niveau de l'enseignement supérieur. Pour rappel, il y a uniquement 2% de ces étudiants qui sont mobiles. Donc ça montre que la mobilité internationale reste un privilège. Il y a beaucoup d'obstacles sociaux, économiques à la mobilité.
Et donc, parmi ces plus de 200 millions d'étrangers, il n'y en a qu'une faible proportion qui peut être mobile à l'international. Et c'est-à-dire qu'il y a un enjeu important d'aller exporter notre offre pour justement offrir de l'enseignement supérieur à ces étudiants. On a essayé aussi de mettre en valeur un certain nombre de logiques d'importation. Pourquoi les établissements et les pays, les gouvernements sont intéressés pour importer des capacités d'enseignement supérieur dans leur pays. Donc on a mis en valeur 4 logiques. Une première logique qui est celle donc, du faire face à l'expansion et au nombre d'étudiants qui sont de plus en plus nombreux à vouloir intégrer l'enseignement supérieur, et par contre on fait face à des problèmes d'infrastructure, de capacité. Donc il y a un premier enjeu qui est celui donc, de développer un peu plus d'enseignement supérieur dans le pays. Un deuxième volet qui est très important, c'est le fait qu'il faut diversifier ce système d'enseignement supérieur dans beaucoup de pays. Il y a un certain nombre de disciplines ou de filières, notamment professionnalisantes, qui sont très peu développées, et notamment tout ce qui est en lien avec l'appareil productif des pays, et un enjeu justement d'importer des capacités, notamment dans certaines sciences, par exemple de sciences techniques et sciences de l'ingénieur, qui sont pour l'instant très peu développées dans certains pays, en Asie ou en Afrique par exemple. Une autre logique, c'est la logique de capacité de recherche. Lorsque les systèmes d'enseignement supérieur sont plus matures et ont atteint une certaine qualité, il y a un enjeu de monter en gamme et d'attirer des capacités de recherche, donc des professeurs, des chercheurs et des laboratoires avec des équipements qui vont avec. Et enfin, une stratégie très spécifique qui est celle du prestige universitaire, qui est la stratégie d'un certain nombre de pays qui veulent se positionner en hub éducatif et attirer dans leur pays un certain nombre d'étudiants nationaux mais aussi régionaux. Donc c'est des stratégies connues notamment au Moyen-Orient mais aussi désormais en Asie à travers la Malaisie et même en Afrique où l'Afrique du Sud et le Maroc par exemple se positionnent en hub éducatif. Donc ça c'est les logiques d'importation. Pourquoi c'est important ensuite pour l'État et les États d'envoi, pourquoi c'est important de diffuser notre enseignement supérieur? Il y a une demande croissante donc, dont on vient de parler donc pour développer, diversifier et faire monter en gamme les systèmes d'enseignement supérieur. Et il y a un enjeu de rayonnement de notre culture et de notre diplomatie économique. Là, je vais aller plus rapidement. Ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est de regarder pourquoi les établissements ont intérêt à développer, à exporter leur offre à l'étranger. On a identifié 7 motivations, donc qui sont peut-être qu'il y en a plus, hein, mais les 7 principales qu'on a pu identifier au terme de ce rapport et avec les échanges qu'on a pu avoir avec des établissements, c'est le fait qu'il y a un enjeu de marque à l'international, donc il faut augmenter sa visibilité, son prestige. Donc il y a un enjeu aussi donc, de figurer notamment dans les classements internationaux, mais s'internationaliser, c'est un enjeu fort pour être plus visible et pour avoir une marque plus présente à l'international. C'est aussi un enjeu pour se différencier de ses concurrents nationalement. Un enjeu aussi très fort, c'est de diversifier le recrutement. Pourquoi les établissements vont à l'étranger? C'est aussi pour diversifier le pool, le vivier pour recruter des étudiants étrangers. C'est aussi un moyen de détecter et sélectionner des talents qu'on ferait ensuite venir en France. Il y a un enjeu très fort aussi autour de la recherche. On a pu voir que c'est un enjeu de nouer des partenariats et d'exporter l'offre pour accéder notamment à des terrains pertinents de recherche, mais aussi pour capter des financements locaux et puis pour renforcer les partenariats de recherche qui existent sans même que les établissements s'exportent. Mais néanmoins, l'exportation permet de renforcer encore plus ces logiques de partenariat. Enfin, la logique aussi de revenus, donc un certain nombre d'établissements y trouvent, en captant la demande locale qui est solvable, un moyen de développer donc, des revenus à travers de la recherche, de partenariats de recherche, des contrats marchands type franchise, et parfois des offres très, par exemple l'executive education qui est un des marchés qui est rentable dans l'exportation. 3 autres logiques, pour le dire rapidement, parce que ce qu'on vous propose ici, c'est de taper donc le 50 dièse et vous pouvez nous envoyer des questions, parce que c'est bien peut-être qu'on puisse échanger, donc parfois on va aller rapidement sur certaines slides. 3 autres logiques, c'est celle d'accompagner les activités des entreprises, donc de plus en plus certains établissements français s'exportent et ils le font en lien avec des entreprises françaises qui peuvent participer au financement notamment, et il y a un intérêt pour ces entreprises à recruter les étudiants qui sont formés dans ces programmes. Il y a aussi le fait que ça permet aux étudiants français de circuler dans ces filiales à l'étranger, donc d'avoir une expérience internationale plus conséquente.
et bien sûr la logique de coopération au développement. Voilà, ce que je propose, c'est qu'on passe, voilà, vous pouvez appeler donc, en tapant le 50 dièse, et ensuite donc Marianne va vous parler de la très grande diversité de modalités d'implantation des établissements français à l'étranger. Donc, France Stratégie propose ainsi le tout premier panorama exhaustif de l'offre française à l'étranger, sur la base en fait d'une enquête auprès des établissements d'enseignement supérieur français et des postes diplomatiques. En fait, nous avons également pu, pour identifier l'objet du rapport, parce que les modalités d'implantation sont diverses, pour identifier l'objet de ce rapport, ainsi mener à bien cette collecte de données, nous avons repris une classification de John McNamara et Jane Knight lors de la conférence organisée par le British Council Going Global 2016, qui nous permet d'identifier du coup 5 modalités d'implantation qui peuvent être regroupées dans 2 catégories. Tout d'abord, le modèle collaboratif, où l'établissement français va s'associer avec un établissement académique à l'étranger pour offrir son offre de formation, et le modèle sous 2 formes, les diplômes délocalisés et également l'établissement associé, et le modèle indépendant, où l'établissement en fait d'envoi est seul maître de la conception du curriculum. Donc nous avons également l'enseignement à distance qui peut être soit collaboratif, soit indépendant. Donc dans le cadre des diplômes délocalisés, je vais passer vite, mais comme on vous l'a déjà dit, vous pourrez retrouver cette présentation PPT sur le site de France Stratégie par la suite. Donc le diplôme délocalisé, c'est lorsque l'établissement français est habilité à délivrer son offre de formation dans un établissement partenaire à l'étranger. Donc c'est le cas notamment d'une licence de droit proposée par l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à l'université El Salvador en Argentine. Donc les étudiants argentins qui sont inscrits dans cette université-là peuvent suivre la formation de droit en fait de Paris 1, recevoir par chemin le diplôme de Paris 1 sans pour autant venir en France. Donc c'est le cas pour la majorité des diplômes délocalisés. Il y en a un certain nombre, donc on reviendra ensuite sur les données qu'on a pu collecter qui permettent donc de dire combien justement on a de diplômes délocalisés à l'étranger dans nos établissements. Donc nous avons également les établissements associés, donc sont plus connus sous le nom de joint ventures. Donc c'est lorsque l'établissement français va délivrer son offre de formation, mais au sein d'une structure spécifique créée pour l'occasion, qui sera soit hébergée par l'établissement partenaire, soit créée de manière autonome en tant qu'institution valable. Donc pour exemple, il y a l'Institut UCAC-ICAM, donc né en fait d'une collaboration entre l'Université catholique d'Afrique centrale et l'Institut catholique des arts et métiers, donc qui a 2 campus, un à Pointe-Noire et l'autre à Douala, et notamment aussi le cas de l'université Sorbonne Kazakhstan, qui là pourrait être considérée comme une université binationale, donc comme l'université française d'Égypte ou l'université française d'Arménie, où ils proposent des formations françaises dans cette université-là. Donc sur le modèle collaboratif, nous avons les campus satellites, donc qui représentent un peu une filiale en fait d'établissements français et qui sont créés à l'identique parfois, ou souvent avec des adaptations, mais à l'étranger. Donc là, l'établissement français est seul responsable du curriculum, du programme d'études, de la délivrance des diplômes et de la délivrance des enseignements. Et il est aussi responsable de l'assurance qualité des différents programmes qu'il propose. Donc c'est le cas de Dauphine Tunis, donc une antenne de l'université Paris-Dauphine en Tunisie, ou de l'ESSEC Singapour, ou encore de Toulouse Business School à Barcelone. Et dans le cas des franchises, en fait, l'établissement français va plutôt mais va décerner en fait le nom de l'établissement français avec son diplôme. Et c'est notamment le cas en fait des écoles spécialisées qui ont une certaine réputation, ou en fait dans les domaines où la marque France existe, donc tout ce qui est mode, hôtellerie, restauration, design. Donc c'est plutôt les écoles spécialisées telles que Vatel ou S-Mode qui utilisent cette modalité d'implantation là à l'étranger. Donc ils ont énormément en fait d'antennes comme ça dans le monde entier. Et enfin, l'enseignement à distance. Donc nous sommes plutôt cantonnés aux formations à distance, mais qui ont une audience à l'étranger. Donc ces formations peuvent être dispensées entièrement à distance,
comme nous l'avons ici avec le CNAM, voilà, et sinon avec des partenariats sur place. Donc ça mélange en fait la formation à distance, mais aussi du présentiel. Donc ils établissent des collaborations avec des établissements sur place qui assurent les formations en présentiel. Donc nous avons le cas du CNAM aussi, qui a des centres associés et qui délivre cette formation hybride, ou du CNED ou du CIED, et de l'agence de l'AEF d'ailleurs aussi, qui propose des formations à distance. À ce stade, si vous avez des questions, donc encore une fois, vous pouvez donc appeler ce numéro et puis donc taper 50 dièse pour recevoir les questions. Sinon, on va aussi voir vos questions sur le chat, voir si on peut répondre. Alors je rappelle, le PowerPoint sera disponible. Alors voilà, donc je vois des premières questions. Donc on va vous donner les données donc qui sont issues de ce travail. Là, on a précisé toutes les modalités qui existent selon cette typologie, et on a justement fait ce travail de collecte, donc comme ça a été dit, auprès des postes diplomatiques et aussi directement avec des données de première main auprès des établissements. Et donc on a maintenant le premier panorama qui se veut exhaustif de l'offre française d'enseignement supérieur à l'étranger selon ces modalités. Alors, on va vous présenter donc les données, les premières données. Donc ici on présente un tableau de bord. Donc, on a beaucoup d'informations, comme je disais, sur la mobilité des étudiants. Donc on sait combien d'étudiants étrangers viennent chaque année en France. Donc ils sont à peu près, on est 3e mondial après les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. On est à peu près au même niveau que l'Australie, donc on est plutôt 3e ou 4e. En mobilité entrante, donc on sait qui sont ces étudiants, d'où ils viennent. On sait que aussi le nombre d'étudiants français qui vont à l'étranger pour étudier. Donc en dehors aussi des étudiants français qui sont dans le cadre d'Erasmus. Donc on connaît, on a ces chiffres-là. On a les chiffres aussi sur les publications scientifiques, sur la part mondiale de publications scientifiques, mais aussi sur le nombre de publications qu'on fait en collaboration internationale. Mais néanmoins, avant ce rapport, on n'avait aucune information sur le nombre de programmes qui étaient délivrés français à l'étranger, et encore moins sur les effectifs qui étaient inscrits dans ces programmes français à l'étranger. Donc c'est le but, un des premiers objectifs de ce rapport, c'était de collecter ces informations, et donc c'est ce qu'on a fait. Ça a permis d'aboutir à une cartographie, donc que vous retrouverez en ligne dans le cadre du rapport, et qui permet, donc je la mets en plus grand, qui permet de montrer le nombre de programmes selon les types, les modalités d'implantation par région, et vous pouvez voir aussi donc, dans les cercles le nombre d'étudiants qui sont inscrits dans les programmes français à l'étranger. Donc cette carte est disponible en ligne. Donc je vais revenir, donc, dans le chat on posait déjà la question de savoir combien il y avait de formations par type. Donc ce qu'on sait, c'est qu'il y a plus de 600 programmes français qui sont délivrés, qui sont proposés à l'étranger. Parmi ces 600 programmes, il y en a 140 implantations physiques. Par implantation physique, on entend plusieurs choses. On entend, comme ce qu'a dit Marielle, des campus satellites. Donc on a 40 campus satellites à l'étranger. On a 38 établissements associés et 62 établissements franchisés. En plus de ces implantations physiques, on a ce qu'on appelait donc, des diplômes délocalisés. Question d'Adèle. Donc je finis juste ça. Donc 320 diplômes délocalisés et 138 programmes de formation à distance qui ont une audience internationale. C'est la délivrance de diplômes français à distance à l'international. Avant de donner notre chiffre, peut-être qu'on va prendre justement Adèle au téléphone, si elle peut se présenter et nous dire pour quelle institution elle travaille. Bonjour, je m'appelle Adèle, je suis étudiante à Sciences Po et donc je réfléchis à une mobilité à l'étranger, donc c'est pour ça que je regarde votre conférence. Et en fait, je voulais savoir la différence entre les offres, entre les établissements français en Asie et en Europe, pour savoir en fait quelle est la plus-value pour un étudiant de suivre un enseignement dans la même école mais à l'étranger. Enfin, quelle est la différence du coup dans les programmes entre des programmes français et des programmes français à l'étranger? D'accord. Ce qu'on peut dire, c'est que donc là, le rapport porte en fait sur
Là, le chiffre qu'on voit, donc on a dit il y avait plus de 600 programmes, mais en fait, ils accueillent 37 000 étudiants. Donc, il y a 37 000 étudiants qui sont inscrits dans des formations françaises à l'étranger et qui, pour la très très grande majorité, ne viennent jamais en France. C'est-à-dire qu'ils suivent la formation depuis l'étranger et pour autant, ils ont des diplômes français à la fin. Donc pourquoi ces étudiants font ce choix-là? Il y a plusieurs logiques. Il y a des logiques tout simplement de coût. C'est moins coûteux en termes de mobilité internationale de suivre une formation internationale dans son propre pays plutôt que de supporter les coûts de la mobilité internationale qui sont quand même très conséquents. Donc pour le cas de la France, c'est estimé à peu près un peu moins de 10 000 euros par an, et encore c'est une estimation qui est assez faible, mais ça coûte cher même si les frais de scolarité sont faibles. Donc il y a une explication, c'est la première. C'est pour le coup. La deuxième explication, on peut dire que c'est la question des logiques migratoires, c'est-à-dire des visas. Accéder à des visas, ça peut être compliqué, et du coup, il y a des étudiants qui préfèrent rester dans leur pays, et donc d'autant plus quand ils ont l'opportunité d'avoir la même formation qui est délivrée en France. Quand je dis même formation, c'est que vraiment, c'est tous les programmes qu'on a regardés, l'idée, c'est vraiment que ce soit la même qualité. C'est le même diplôme qui est délivré en France à l'étranger. Ensuite, quand on dit ça, il faut regarder plus précisément quelle est la part de cours qui sont délivrés par des professeurs de l'institution française, quelle est la part de recrutement local, quels sont les mécanismes d'assurance qualité, mais l'objectif, c'est vraiment qu'il y ait le même diplôme, c'est sanctionné par le même diplôme. Donc ça, c'est du point de vue des étudiants. Ensuite, la différence donc, par région, on va le présenter justement, il y a des variations très importantes selon les régions, selon le type de formation qu'ils ont proposé. Aussi, par rapport au fait que vous soyez étudiant et peut-être que vous voudriez aller à l'étranger et suivre une formation française mais délivrée par exemple en Asie, disons, il y a parmi ces 37 000 étudiants, en fait, il y a un nombre très réduit d'étudiants français qui suivent ces formations-là. Souvent, c'est parce qu'ils ont envie. Ce sont des programmes quand même qui sont adaptés au contexte local, donc qui répondent à des enjeux locaux. Et c'est plus des étudiants qui ont envie par la suite d'évoluer dans ce contexte-là et qui partent dans ces pays pour pouvoir, en suivant une formation française, mais pour pouvoir déjà s'habituer au mode de vie du pays, en mieux connaître en fait le contexte et ainsi pouvoir s'insérer plus facilement au niveau professionnel. Donc, si vous cherchiez des formations françaises à l'étranger dans ce cadre-là, c'est vrai que ça peut être intéressant pour un étudiant français d'intégrer ces formations-là. Je ne sais pas si on répond à votre question pour compléter ce que dit Mariam. Le chiffre de 37 000, ce qui ne figure pas dans ces 37 000, c'est les étudiants français, notamment d'écoles de commerce, qui sont, de plus en plus d'écoles de commerce, en fait, offrent justement dans le cadre de leur cursus un semestre, un parcours, une mobilité qui est obligatoire et qui est donc constitutive du cursus et qui se passe à l'étranger. Il y a un certain nombre de cas, l'ESSEC à Singapour par exemple, et il y a beaucoup d'autres cas où une mobilité est prévue. Et donc pourquoi c'est intéressant pour les étudiants, c'est que de plus en plus on demande aux étudiants d'avoir des compétences linguistiques, d'avoir des compétences, de pouvoir se mouvoir dans un contexte international, multiculturel. Donc c'est intéressant de ce point de vue-là pour les étudiants parce que ce qui les attend derrière, c'est un marché du travail qui est de plus en plus international et donc ça pèse. C'est un avantage comparatif pour les étudiants que d'accéder à cette formation. Adèle, je ne sais pas si Adèle est encore en ligne, mais non. Écoutez Adèle, j'espère qu'on a répondu à votre question. Donc on va continuer. Vous pouvez, comme je vous le dis, taper 50 dièses sur le clavier du téléphone et vous pouvez nous poser des questions. Donc on a dit 37 000 étudiants, donc c'est quand même un chiffre important, c'est la première fois qu'on a ce chiffre-là. C'est important parce que ce chiffre-là, en fait, il est à mettre en regard avec le nombre d'étudiants étrangers qu'on reçoit en France. Donc c'est bien des chiffres importants. Une autre question en ligne. Si vous pouvez vous présenter. Bonjour. Allô? Oui, bonjour, c'est Lucas Bourg. Je suis un étudiant aussi et je suis arrivé un peu en cours de route, donc je ne sais pas si vous avez déjà abordé ce thème, mais je voulais revenir un petit peu sur la méthodologie, c'est-à-dire comment avez-vous trouvé ces établissements, combien vous en avez auditionné, comment vous avez trouvé toutes ces informations et voilà le type et combien. Voilà, merci beaucoup. Merci, Mariam.
Donc en fait, pour identifier les établissements qu'on a démarchés dans le cadre de cette enquête-là, nous sommes partis de listings existants, donc qui ont été fournis par Campus France ou l'ADRIC et où il y avait l'information sur les implantations françaises à l'étranger, sans pour autant avoir des informations comme sur le niveau d'études en fait concerné, la langue d'enseignement ou le nombre d'étudiants. Donc nous sommes partis de ces listings-là, nous les avons complétés avec une enquête auprès des postes diplomatiques et aussi auprès des établissements d'enseignement supérieur français. Donc on leur a posé des questions sur le nombre les effectifs, en fait, de leur formation à l'étranger, le nombre de formations, où est-ce qu'elles sont implantées, les effectifs de ces formations-là, la langue d'enseignement, le niveau d'études et le diplôme qui sera décerné à la fin. Donc nous avons auditionné à peu près 123 établissements avec un taux de réponse de 85%. Voilà. Auditionné, mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'établissements qui ont reçu l'enquête. Et beaucoup plus de questions, et du coup il y a aussi, pour répondre à la question, 37 000 c'est un socle, c'est-à-dire qu'il y a, au terme de l'enquête, 37 000 inscrits, mais il peut y en avoir plus, dans la mesure où il y a une partie, comme on l'a dit, des établissements qui nous ont dit oui j'ai un diplôme délocalisé à l'étranger, oui j'ai une formation qui est implantée à l'étranger, mais ils nous ont pas fourni pour autant le nombre d'inscrits, donc c'est un minimum. Ouais, alors on va prendre la question d'Emmanuel. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Emmanuel Benson, je suis responsable des relations internationales à Grenoble INP, qui est une école d'ingénieurs publics. Ouais. Voilà. Et en fait, ma question, c'était de savoir si vous aviez eu des retours des universités publiques qui ont ouvert des campus délocalisés pour savoir quels étaient les coûts et les bénéfices, en fait. En quoi une école comme la nôtre aurait intérêt, par exemple, à ouvrir un campus délocalisé? Vous avez cité des raisons pour lesquelles il les faisait, mais comment ils s'y retrouvent, quoi, financièrement en particulier? Ouais, je vous remercie pour la question. Donc les INP sont très actives, d'ailleurs, dans le cadre de cette forme spécifique d'internationalisation. Alors j'ai donné les logiques, effectivement, pourquoi les établissements y vont, qu'est-ce qu'ils en retirent concrètement. Donc ça, on a essayé de regarder. Effectivement, un établissement, en fait, plutôt que de délocaliser son offre, qui peut avoir un coût important, ce qui peut engendrer des coûts administratifs, des mobilités d'enseignants, il peut tout à fait développer son offre de double diplôme, il peut décider uniquement de faire venir des étudiants internationaux sur son propre campus. Donc il y a un panel d'options qui s'offrent aux établissements. Mais pourquoi la délocalisation est importante? C'est que lorsqu'on a discuté avec les établissements, donc premièrement il y a un premier point qui est le fait de dire que ça permet en fait à ces établissements d'accéder à des étudiants qui ne seraient pas mobiles, parce que pour des raisons de coût, mais aussi dans des zones géographiques dans lesquelles ils n'attirent pas ces étudiants étrangers. Donc on a beaucoup de cas où ça permet en fait à l'établissement d'élargir en fait son pool de recrutement. Il y a des choses très concrètes aussi pour les établissements. Ce qu'on a vu, c'est que d'être présent à l'étranger, ça permet d'avoir une meilleure visibilité au niveau du pays. Et par exemple, en Chine, ce qu'on nous a dit, c'est que des formations qui sont présentes sur le territoire, elles peuvent plus facilement avoir accès à des contrats de recherche, elles peuvent plus facilement avoir accès à des ressources, notamment de bourses nationales qui sont délivrées par les gouvernements locaux. Et d'ailleurs, c'est des ressources de plus en plus rares, ces bourses pour les étudiants. Et donc, dans le cas, par exemple, de la Chine, ce qu'on nous a dit, c'est que les formations, le gouvernement chinois dirige de plus en plus les bourses à ces étudiants nationaux qui vont aller en mobilité internationale, à des établissements et des programmes qui sont présents sur leur territoire. Donc il y a un intérêt tout à fait concret à être présent à l'étranger. Ensuite, des retours importants, c'est notamment le fait qu'on peut sélectionner des étudiants et les faire venir ensuite, et on prend en général les meilleurs, ceux qui ont le plus fort potentiel. Donc ça permet aussi d'améliorer le recrutement en mobilité entrante. Ce qu'on montre dans le rapport, c'est qu'il ne faut pas opposer mobilité entrante et délocalisation. Au contraire, les deux marchent ensemble. Et d'ailleurs, toutes les statistiques qu'ont les autres pays le montrent. Il y a une part de plus en plus importante d'étudiants qui sont inscrits dans des formations, par exemple britanniques, australiennes, à l'étranger, qui par la suite, lorsqu'ils se sont familiarisés à cet établissement ou à cet enseignement supérieur spécifique, vont en mobilité entrante au Royaume-Uni, en Australie ou en France. Donc il ne faut pas opposer les deux, il y a des synergies très fortes entre les deux.
Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, j'espère qu'on a répondu à votre question. Donc, ce qu'on a regardé, c'est le nombre de formations. On a aussi regardé, on a fait un panorama donc, de l'offre et on a pu donc, décliner donc, par pays la présence française, à la fois donc, les pays dans lesquels il y a le plus d'inscrits. Donc, sans surprise, c'est la Chine, le top 5 c'est la Chine, le Liban, le Maroc, le Vietnam et un peu plus surprenant l'Inde. Mais aussi, on a regardé où les formations en nombre étaient les plus présentes. Et donc, c'est clairement au Maroc qu'il y a le plus de formations françaises qui sont délivrées, suivi par le Vietnam et la Chine. Donc, toutes ces données, elles sont disponibles sur le site de France Stratégie. Elles peuvent être, il y a un certain nombre de tableaux où on peut recouper notamment la présence, par exemple, au Maroc. On a des fiches qui précisent au Maroc quel type de formations sont présentes, dans quelle discipline, à quel niveau d'études. Donc, il y a des fiches qui sont disponibles sur notre site internet. Si on devait qualifier l'offre française, on pourrait dire que globalement, ce qu'on peut retenir, c'est que les 2/3 de l'offre sont réalisés avec un partenaire académique. Donc, ce qui est important, c'est que c'est le modèle donc, de projection de l'offre française, elle se fait beaucoup avec des partenaires, donc de manière partenariale. Ce qui est moins le cas, par exemple, à l'étranger. Donc, il y a beaucoup de pays, en fait, qui s'implantent sur le modèle, comme disait Mariam, de campus satellite. C'est par exemple le cas des Australiens, qui créent des campus, des filiales qui leur appartient en propre. Donc là, en France, il y a beaucoup de liens académiques qui sont établis dans le cadre de ces projections. Un autre chiffre, il y a près des 2/3 des programmes qui sont délivrés partiellement ou entièrement en français. Quand on dit partiellement, c'est-à-dire qu'il peut y avoir la langue locale ou aussi une partie en anglais. Donc ça, c'est un des enseignements importants, c'est que la langue française reste très présente dans ces programmes. Alors, est-ce que c'est un véhicule de la francophonie? Est-ce que ça doit être un véhicule? La question qu'on se pose, c'est il y a des variations très fortes selon les régions. En Asie, clairement, en dehors des formations d'ingénieurs qui sont très souvent en français, la langue locale et la langue anglaise sont plus présentes dans les programmes. En Afrique, c'est massivement des formations en français. Donc ça varie selon les régions. Selon les disciplines, ce qu'on peut observer, c'est que ce sont les sciences techniques santé et 3 éco-gestion. Ces 2 disciplines donc, qui correspondent à des catégories. En fait, plus précisément, clairement, c'est les sciences de l'ingénieur et le management qui sont les disciplines qui s'exportent le plus. Encore une fois, on a des modalités très différentes, mais c'est ces 2 disciplines qui sont très présentes. Ensuite, on a aussi posé des questions par rapport au niveau de diplôme, et là c'est quelque chose qui nous différencie très fortement des autres pays, c'est que on a à peu près 70% de notre offre qui est ciblée sur le niveau du second cycle et sur les masters. Et là, on est très fortement, on se différencie beaucoup des étrangers dans la mesure où ils font beaucoup d'offres au niveau du bachelor. Très rapidement, encore une fois, donc, toutes ces informations sont disponibles. Ce qu'on peut voir aussi, et puis peut-être qu'après on va prendre plutôt des questions, regarder le chat parce que toutes les autres informations sont disponibles, c'est qui sont les établissements en France qui se délocalisent le plus. Donc ce qu'on a pu voir, c'est que les plus actifs sont clairement les écoles d'ingénieurs. Lorsqu'on met en rapport le nombre d'étudiants inscrits à l'étranger dans leur formation et le nombre d'étudiants étrangers qu'ils accueillent en France, donc c'est un rapport de 7 000 à peu près 19-20 000 étudiants accueillis en France, donc c'est les établissements qui sont les plus actifs de ce point de vue-là. Ensuite, les écoles de commerce, elles sont aussi actives, mais de manière assez segmentée. C'est-à-dire que c'est à la fois sur les marchés d'executive education ou des MBA, donc qui sont des marchés assez rentables, donc il y a beaucoup d'activités de ce point de vue-là, et aussi sur le modèle de ce qu'on appelle les campus multi-sites, c'est-à-dire ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec quelqu'un qui a posé une question, c'est le fait que de plus en plus des écoles de commerce françaises en fait créent des filiales à l'étranger, principalement pour accueillir leurs propres étudiants qui peuvent circuler à l'étranger, mais aussi à terme pour éventuellement capter des étudiants locaux. Donc ça, on le voit, par exemple, c'est le cas de l'ESSEC, de Schema, de Cage, donc ces écoles-là qui sont très actives de ce point de vue-là. Les universités, elles sont un peu plus en retrait, donc il y a 10 000 inscrits, mais quand on compare au fait qu'il y ait 2/3 des étudiants étrangers qui sont accueillis en France qui le sont dans des universités, c'est un chiffre assez faible, d'autant plus qu'il y a beaucoup de ces étudiants qui sont en fait inscrits dans des instituts d'administration des entreprises, qui sont à l'intérieur des universités. Et donc voilà, c'est un panorama un petit peu contrasté sur la France qu'on peut mettre en valeur. Donc ça, c'est par rapport aux écoles.
peut-être qu'avant de recevoir une question, encore une fois, vous pouvez nous contacter directement. Il ne reste pas beaucoup de temps, donc autant qu'on consacre à un échange, mais pour compléter, comment on se compare par rapport à l'étranger? C'est des questions qu'on s'est posées. C'est-à-dire qu'on dit on a 37 000 étudiants, mais si on compare, en fait, on constate qu'on est quand même assez loin de ce que peuvent faire les anglo-saxons. Comme vous voyez sur cette slide, je lance un sondage en ligne auquel vous pouvez répondre donc, directement en ligne. Donc, si on se compare, donc on voit que le Royaume-Uni accueille à peu près presque 4-5 fois plus d'étudiants qui sont inscrits dans leur formation à l'étranger. Les Australiens aussi, c'est 110 000 étudiants qui sont inscrits dans leur formation à l'étranger. Donc en fait, ils ont une offre assez massifiée. Donc dans le cadre de campus, par exemple, des campus britanniques et australiens à l'étranger peuvent accueillir jusqu'à entre 6 et 10 000 étudiants, par exemple en Malaisie, au Vietnam. Donc c'est des campus où il y a une offre qui est très massifiée. Alors pourquoi en France on est en retard? On pourrait dire par exemple qu'on a une position honorable dans la mesure où on offre plus de formations et on accueille plus d'étudiants que par exemple des formations allemandes. On a un retard surtout qui se fait sentir sur l'offre à distance. C'est-à-dire que les Australiens et les Britanniques ont développé depuis plusieurs années à travers des outils spécifiques type Open University la délivrance de diplômes australiens et britanniques totalement en ligne et donc avec un nombre d'inscrits assez important. Donc ce qu'on met en avant dans ce rapport, alors même qu'on a vraiment des établissements type CNAM qui est très actif sur la politique internationale, notamment via des formations à distance, on se retrouve quand même dans une situation où de nombreux établissements n'utilisent pas les moyens numériques pour en fait délivrer leur diplôme à l'étranger. Donc c'est une partie de l'explication. Ensuite, il y a une explication de type plutôt disons sociologique et systémique. Les Royaume-Uni et l'Australie ont historiquement envisagé l'enseignement supérieur comme un service plutôt comme un service, qui avec une logique marchande qui est beaucoup plus présente que le cas de la France ou de l'Allemagne, où c'est en score un service public plus orienté vers le national. Donc les systèmes australiens et au Royaume-Uni sont beaucoup plus dépendants, notamment économiquement, de la manne que représentent les étudiants étrangers, et donc c'est une activité qui s'est développée beaucoup plus précocement qu'en France. Donc là on voit, on a fait une comparaison. Donc il n'y a plus de questions, donc on va continuer. Pour le sondage. Voilà, donc pour le sondage, il faut bien répondre aux questions et vous cliquez sur envoyer. C'est un petit sondage pour voir quel a été votre ressenti a priori éventuellement sur cette question-là. Encore une fois, si vous voulez poser des questions, il nous reste un peu de temps. Donc là, c'est la comparaison internationale qu'on a faite. Donc là, je vais passer rapidement ces données. Donc on voit qu'on fait plus de masters que les autres pays qui sont plutôt au niveau du bachelor. On a une diversité disciplinaire qui est assez importante. On est aussi, un point intéressant, c'est que on est par exemple très présent en Afrique, beaucoup plus que le Royaume-Uni et bien sûr l'Australie. L'Australie est très 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 massivement présente en Asie. Peut-être, voilà, pour être plus concret, dans le cadre de ce rapport, ce qu'on a essayé de faire, c'est à la fois de faire un panorama, d'expliquer donc quelle était qualifiée cette offre, mais aussi on a essayé de mettre en avant des priorités qui pourraient être adressées notamment au pouvoir public. Et on a identifié, dans le cadre du groupe de travail, mais aussi avec toutes les interviews qu'on avait pu faire avec des acteurs, un certain nombre d'enjeux. Donc on les a mis sur cette slide. Un premier enjeu, c'est de voir qu'il y a un enjeu de formation, de management au sein même des établissements pour qu'ils mettent en place de véritables stratégies internationales beaucoup plus intégrées, des stratégies donc qui leur permettraient de passer d'un niveau, dans certains cas, qui est plus du niveau un peu artisanal, où on est encore dans des logiques où on est plutôt donc, sur des enseignants qui ont des contacts à l'étranger, des chercheurs qui ont des contacts, et ensuite se nouent des partenariats. C'est très bottom-up, mais il y a un enjeu pour formaliser davantage ces stratégies. Donc encore une fois, il y a des établissements qui ont vraiment des stratégies extrêmement abouties depuis plusieurs années. On le voit dans le rapport. On montre que c'est un certain nombre d'établissements qui concentrent le plus de l'offre. On peut citer des universités comme Paris-Dauphine, Centrale Supélec qui est très active aussi, donc les INP aussi qui sont voilà. Donc on montre bien qu'il y a des établissements qui sont très présents, très forts sur le déploiement de leur offre à l'étranger, mais néanmoins il y a un enjeu de management interne.
aux établissements. Il y a un enjeu aussi, ça a été évoqué, sur la qualité des diplômes. Comment on peut assurer que les diplômes qui sont délivrés à l'étranger ont la même qualité que ceux délivrés en France. Donc il y a tout un enjeu de mécanisme pour mettre en place des assurances qualité qui répondent à la fois aux besoins locaux, mais aussi qui soient estampillés qualité française. Un enjeu très spécifique, un peu technique, mais qui est évoqué dans le rapport, c'est le fait qu'il y a une demande de plus en plus importante d'établissements à l'étranger et de gouvernements à l'étranger pour en fait certifier et à terme accréditer leurs propres établissements. Et là, il y a un marché très important dans lequel les établissements français, mais aussi certains opérateurs français, pourraient être beaucoup plus actifs. Donc il y a une très forte demande, notamment d'expertise française, pour aider les établissements à mieux structurer leur cursus, donc de l'ingénierie pédagogique, mais aussi à mieux structurer leur gouvernance, donc de l'ingénierie plutôt même pour améliorer la gouvernance des établissements. Donc ça, c'est une très forte demande et un marché sur lequel la France est encore trop peu présente. Et enfin, il y a un enjeu économique dans le rapport, c'est ce qui a été évoqué, une question sur l'INP Grenoble. On a précisé les modèles économiques des implantations. Donc pas de toutes, on a collecté un certain nombre d'informations. Et ce qui ressort, c'est qu'il y a un certain nombre d'établissements dont le modèle économique est assez fragile dans la mesure, où il dépend du subventionnement public et aussi des ressources de l'établissement. C'est-à-dire que ça dépend, c'est des professeurs français qui vont à l'étranger, donc ça a un coût, les coûts de la mobilité, et ça a le coût du fait que le professeur qui va à l'étranger donner des cours ne les donne pas dans son établissement. Donc tous ces coûts-là, ils peuvent être soit partagés avec le partenaire à l'étranger, donc ça peut être le cas, mais voilà, donc il y a tout un enjeu en fait de créer un système, un modèle économique qui soit moins coûteux pour les établissements d'envoi, même s'ils gagnent à terme, ils ont un intérêt à être présents à l'étranger, mais il faut que les établissements aient un modèle beaucoup plus autonome, et ça peut passer par plusieurs choses, soit d'une diversification par le financement des entreprises, par les droits d'inscription, qui sont possibles aussi, et par d'autres types d'activités de services qui peuvent être fournis par les établissements à l'étranger. Donc c'est ces principaux points qu'on a mis en avant dans le cadre de ce rapport. Je pense qu'on arrive un peu à terme, il reste à peu près 2 minutes, encore une fois, peut-être Mariam, je ne sais pas si dans le cadre du rapport, vous pourrez trouver donc tous ces axes, des choses beaucoup plus précises, et on vous invite à aller sur France Stratégie sur le site internet, ou nous contacter directement pour avoir plus d'informations. Encore une fois, c'est un premier travail et on espère approfondir beaucoup plus, notamment grâce aux établissements français qui sont à l'étranger, pour avoir des retours d'expertise et des retours d'expérience plus approfondis. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci à tous les participants. Merci.